Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à se préparer pour le bac. Donc aujourd'hui, on va faire l'exercice numéro 2 qui est tombé en Polynésie française en 2023 et c'est un sujet dans lequel on va s'intéresser à Dorothy Crowfoot, enfin à ses travaux en tout cas, ou une partie de ses travaux, et Dorothy Crowfoot, c'est la troisième femme à avoir obtenu le prix Nobel de chimie. Et donc, elle a été récompensée pour ses travaux sur la structure tridimensionnelle de certaines molécules, et en particulier celle de l'insuline. Et cette scientifique, elle a été en mesure d'étudier la structure 3D de ces petites molécules grâce aux rayons X. Et dans cet exercice, on va justement s'intéresser à cette technique qui utilise les rayons X. Et donc, dans la première partie de cet exercice, on va s'intéresser à la production des rayons X. Et on nous dit dans l'énoncé que les rayons X peuvent être produits avec un dispositif qui est schématisé ici, donc avec deux plaques métalliques séparées d'une distance petit d, avec un champ électrique entre les deux plaques. Et puis ici, il va y avoir des électrons qui vont être envoyés, qui vont être accélérés par le champ électrique, et lorsqu'ils vont percuter la plaque qui est notée la plaque B, donc la plaque la plus à droite, eh bien ça va émettre un rayonnement qui correspondra à des rayons X. Et donc justement, on va un peu s'intéresser à l'accélération des électrons entre les deux plaques. Donc on nous donne quelques informations, des valeurs numériques, et pour la première question, on nous demande de donner l'expression de la force électrique qui est subie par l'électron. Donc ça, c'est une formule que vous avez vue normalement en cours. Et donc on a la force électrique qui est égale à la charge de la particule fois le champ électrique qui règne dans l'espace. Et là ici, on s'intéresse à un électron. D'ailleurs, avant de se lancer directement dans les calculs, on pourrait d'abord poser le contexte dans lequel on va travailler. Donc ici, on va s'intéresser au système qui est un électron de masse, je sais pas comment elle est notée, mais peut-être ME, non, juste M, donc de masse M. On va se placer dans le référentiel terrestre, qu'on va supposer galiléen. Et maintenant, donc au niveau des forces, effectivement, comme je le disais avant, la force électrique, ça va être la charge fois le champ électrique. Et là, comme on s'intéresse à un électron, la charge de la particule, c'est moins E, et on va avoir moins petit e fois grand E, le champ électrique. Et il faut représenter sur le schéma la force électrique. Donc là, on se rend compte qu'elle aura la même direction que le champ électrique E, sauf que les deux vecteurs seront de sens opposé, vu que là, ici, on a en facteur moins E. Donc en fait, on va avoir F qui sera comme ceci. Et de ce fait-là, on comprend bien, en représentant cette force, que les électrons vont être accélérés entre les deux plaques, puisque en fait, ils vont être tirés vers la droite par la force électrique. Et donc pour la deuxième question, on nous demande de trouver l'accélération de l'électron entre les deux plaques A et B. Et pour ça, on nous dit qu'on négligera le poids de l'électron, et c'est généralement ce qui est toujours fait quand on s'intéresse à un exercice avec des particules chargées. Et donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton, puisque c'est cette loi qui va permettre de lier les forces qui s'appliquent sur l'électron et l'accélération de l'électron. Et donc, on va avoir la masse fois l'accélération, qui est égale à la force électrique, donc moins E, fois grand E. Et nous, donc c'est l'accélération qui nous intéresse. Donc on va pouvoir isoler le vecteur A et on va obtenir moins petit e sur m fois grand E. Et donc pour la question 3, il va falloir déterminer l'expression de la vitesse de l'électron au cours du temps. Et donc pour ça, il va falloir se rappeler du lien entre l'accélération et la vitesse d'un objet. Et ce lien, c'est que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc là, pour déterminer la vitesse à partir de l'accélération, il va falloir intégrer l'expression de la vitesse. Sauf que pour pouvoir faire ça, il va d'abord falloir passer cette équation vectorielle sous forme d'équation scalaire, donc sans les vecteurs. Et pour ça, en fait, on va avoir donc ax de t, ça va être égal à e sur m fois grand E.
Et donc là, ici, bon, il y avait un moins ici qui est plus là. Et donc pourquoi est-ce qu'il a disparu? C'est parce que E, enfin le vecteur E, est dans le sens inverse de l'axe X. Donc quand on va projeter cette équation sur l'axe X, en fait, le vecteur E va donner en nombre, en scalaire, moins E. Parce que les deux, enfin le vecteur E et l'axe X sont dans des sens opposés. Et donc ici, on va avoir moins petit e sur m fois moins e, donc à la fin, les moins se simplifient, il reste le produit de la charge avec le champ électrique divisé par la masse. Et donc maintenant, on peut intégrer cette expression. Et donc on va obtenir que Vx de t est égal à petit e fois grand E sur m fois t plus une constante qu'on peut appeler c. Et puis cette constante, il va falloir la déterminer à partir des conditions initiales. Puisque d'après l'énoncé, on sait que l'électron n'a pas de vitesse initiale. Donc on peut considérer que sa vitesse initiale est nulle. Donc autrement dit, on a Vx de 0 qui est égal à 0 mètres par seconde. Et donc en exploitant cette information, on va avoir que Vx de t, donc d'une part c'est égal à c, si on remplace t par 0 dans cette expression, il reste c, et c'est aussi égal à 0 d'après l'énoncé. Et donc ici, en fait, on peut enlever la constante c, et on retombe sur l'expression qui était annoncée dans le sujet. Et donc pour la deuxième partie de cette question, il va falloir trouver l'équation horaire x de t. Et donc de la même manière que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, on a la vitesse qui est la dérivée de la position. Donc pour passer de la vitesse à la position, donc de vx de t à x de t, eh bien il va falloir intégrer cette expression. Et donc, si on intègre, on va avoir petit e fois grand E sur 2m fois t carré, plus une autre constante qu'on peut appeler c'. Et de la même manière que pour la vitesse, on va déterminer la valeur de c' grâce aux conditions initiales. Puisqu'on sait que à l'instant t égale 0, l'électron se trouve au niveau du point O, donc on sait que x de 0, c'est égal à 0. Et donc, en remplaçant t par 0 ici, on va trouver que c' c'est aussi égal à 0. Donc finalement, x de t, c'est simplement petit e fois grand E sur 2m fois t carré. Et il va falloir déterminer pour la question 4 la vitesse de l'électron au niveau du point S. Donc là, ici, on connaît la vitesse en fonction du temps. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas à quel instant l'électron va arriver au niveau du point S. Donc il va falloir d'abord déterminer ce temps, et ensuite on pourra l'injecter dans l'expression de V. Et donc pour déterminer l'instant auquel l'électron arrive au niveau du point S, eh bien on va pouvoir utiliser l'équation horaire x de t. Puisque ici, on va avoir donc x de ts qui va être égal à petit d, la distance entre les deux plaques. Et donc ça veut dire que petit e fois grand E sur 2m fois ts carré, c'est égal à d, et autrement dit, si on isole ts, on va avoir racine de 2md sur e fois e. Et maintenant, il n'y a plus qu'à injecter ça là-dedans. Donc Vx de ts, ça va être égal au cas petit e fois grand E sur m, fois la racine, enfin fois ts, donc fois racine de 2md sur petit e fois grand E. Et là, bon, il y a des simplifications, hein, et il va rester donc une grande racine fois 2m e d e, alors non, le m, il n'y en a plus en haut, il sera en bas, divisé par m. Et donc, on ne nous donne pas la valeur de E, donc pour faire l'application numérique, c'est embêtant. Par contre, on nous donne la valeur de la tension électrique U, et on sait d'après l'énoncé, ça c'est fourni dans le sujet, on sait que E c'est égal à U sur D. Donc autrement dit, on a U qui est égal à D fois E, donc ça on peut le réécrire un peu autrement en disant que c'est racine de 2EU sur M. Et là, maintenant, on a toutes les valeurs numériques, donc on connaît la charge E, la tension U et la masse M. Et donc, quand on fait l'application numérique, on tombe sur 8,38 10 puissance 7 mètres par seconde. Donc, qui est la valeur à laquelle on est censé aboutir.
Et donc pour la suite, on nous dit qu'au point S, l'électron percute un des atomes de la plaque B, et c'est ce qui va émettre justement le rayon X qui nous intéresse. Mais pour que ce phénomène se produise, il faut que l'électron ait une énergie cinétique supérieure à une valeur seuil, qui est égale à 6,90 fois 10 puissance 4 électronvolts. Et donc pour la question 5, il va falloir déterminer l'énergie cinétique de l'électron au niveau du point S et déterminer si l'énergie est au-dessus ou en dessous du seuil. Donc s'il va y avoir émission de rayons X ou non. Donc l'énergie cinétique au niveau du point S, enfin de manière générale, l'énergie cinétique c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Donc là pareil, la vitesse au niveau du point S, on vient de la calculer, donc on peut directement faire l'application numérique. Et donc quand on fait l'application numérique, donc on va avoir une valeur en joules, donc qui est égale à 3,20 fois 10 puissance moins 15 joules. Sauf que la valeur minimale à atteindre, on nous la donne en électronvolts. Donc pour convertir les joules en électronvolts, il va falloir diviser par 1,60 10 moins 19, et on va tomber sur 2,00 10 puissance 4 électronvolts, ce qui est inférieur à la valeur d'énergie cinétique minimale. Donc dans ces conditions, il n'y aura pas production de rayons X. Et donc pour la dernière question de cette partie, il faut déterminer s'il vaut mieux augmenter la tension ou la diminuer pour espérer franchir cette valeur minimale. Et donc on nous propose donc soit une tension de 5 kV, soit une tension de 70 kV. Donc nous, sachant qu'on partait de 20 kV, en gros la question c'est est-ce qu'il vaut mieux augmenter ou diminuer la tension. Et nous on sait, alors je l'ai effacé, mais la vitesse, c'était quelque chose comme 2 fois petit e fois u sur m. Et donc ici, nous, on veut augmenter l'énergie cinétique. Vu qu'on est trop bas, il faut l'augmenter. Donc pour ça, il faut augmenter la vitesse. Et pour augmenter la vitesse, il faut augmenter la tension. Puisque de toute façon, la charge de l'électron et la masse de l'électron, on ne peut pas la changer. Donc la seule façon d'espérer passer cette valeur minimale, c'est d'augmenter la tension. Donc il vaut mieux choisir la tension U2 de 70 kV. Ensuite, dans la deuxième partie, on s'intéresse à la détermination de la distance entre deux molécules grâce au rayon X. Et donc, on nous donne un schéma qui modélise un cristal, donc avec la répartition des molécules dans un plan, et puis on nous dit que les rayons X arrivent parallèles entre eux et sont réfléchis par les molécules. Et les ondes qui sont réfléchies vont interférer entre elles. Et donc, pour la question 7, donc on nous donne 3 ondes, on nous demande de déterminer lesquelles vont aboutir à des interférences constructives et lesquelles vont aboutir à des interférences destructives. Donc, pour avoir des interférences constructives, il faut que les ondes soient en phase. Donc que les maxima soient en face et que les minima soient en face. Pour que quand ça va s'additionner, bah, ça va faire des choses très fortes. Quelque chose de très bas va s'additionner avec quelque chose de bas au niveau des minima, ça va faire quelque chose d'encore plus bas, et pareil pour les maxima. Donc là ici, c'est le cas en fait des ondes alpha et bêta. Puisqu'au niveau de l'origine, hein, déjà on se rend compte qu'elles commencent au niveau de t égale 0 à un minimum, et puis après comme elles ont la même fréquence, eh bien elles vont rester en phase tout du long. Donc les ondes alpha et bêta vont conduire à des interférences constructives. Alors que pour l'onde epsilon et l'onde alpha par exemple, là on se rend compte qu'elles sont en opposition de phase, puisque à t égale 0 pour alpha on est à un minimum, et pour epsilon à un maximum. Mais pour avoir des interférences totalement destructives, donc pour qu'à la fin on ait un signal nul, il faut pas seulement que les ondes soient en opposition de phase, il faut aussi qu'elles aient la même amplitude. Et là c'est le cas pour les ondes alpha et epsilon, mais pas pour les ondes bêta et epsilon. Bêta et epsilon sont en opposition de phase, mais l'amplitude de bêta c'est de 2, alors que l'amplitude d'epsilon est de 1 seulement. Donc pour avoir des interférences destructives, il faut choisir les ondes alpha et epsilon. Ensuite, on nous fournit de nouvelles informations et il faut déterminer grâce à ces nouvelles données donc la valeur de la longueur L dans le cristal
dans lequel on obtient des interférences constructives pour une différence de chemin optique minimale. Et donc, la différence de marche, on nous la donne dans l'énoncé. Donc, c'est delta qui est égal à 2 fois L fois sinus θ. Et l'angle θ, on nous le donne, c'est pas à nous de le déterminer. Et si la différence de chemin optique est égale à k fois lambda, alors les interférences sont constructives. C'est ce qu'on nous rappelle dans l'énoncé, mais normalement, vous l'avez aussi vu en cours. Donc là, nous, pour avoir des interférences destructives, il faut que delta soit de la forme k fois lambda. Et nous, dans la question, on veut une différence de chemin optique minimale. Donc là, il va falloir prendre k est égal à 1. Donc au final, on se retrouve avec 2L sinus θ qui est égal, enfin qui doit être égal à lambda. Et nous, c'est L qui nous intéresse, donc on peut l'isoler. Et on va se retrouver avec L qui est égal à lambda sur 2 sinus θ. Et donc lambda, on nous le donne, c'est 0,150 nanomètres. θ, on nous le donne, c'est 10 degrés, donc il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Et on trouve normalement 4,3 fois 10 moins 10 mètres. Donc c'était la dernière question de cet exercice, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.